Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Bruxelles, toujours, quelques jours plus tard. Les huissiers ont rangé leurs uniformes. Les limousines sont au garage. Les chefs d'État sont partis. Les journalistes aussi. La capitale de l'Europe reprend sa routine. Voilà. Allez. Moi, je suis toujours là. Bonjour. Ça va bien? C'est l'heure des nouveaux maîtres de Bruxelles. Comme Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui commissaire européen chargé du marché intérieur et des services. Pour cette fonction, il est payé 20 667 € par mois, près de 2 fois ce que gagne François Hollande. Bonjour, ça va Michel? Short sleep. Ce matin, Michel Barnier retrouve les autres commissaires européens pour la réunion du collège, l'équivalent du Conseil des ministres en France. À ses côtés, les autres commissaires, de parfaits anonymes, pour la grande majorité des citoyens français. Et pourtant, ils disposent d'un pouvoir réel sur notre vie quotidienne. Voici le Belge Karel de Gucht, commissaire au commerce. De la voiture Peugeot à la vaisselle en céramique, en passant par les briquets, il a le pouvoir de protéger ou non les produits made in France, en taxant ou pas la concurrence internationale. L'Espagnol Joaquim Almunia, très redouté, car il traque les aides publiques illégales, autant que les monopoles des multinationales. À son palmarès, des millions d'euros d'amende infligés à la France, mais aussi à de grandes entreprises comme Microsoft. La luxembourgeoise Viviane Reding, commissaire à la justice, vice-présidente de la Commission. Elle est à l'origine, entre autres, d'un projet de réforme de la garde à vue en France. Les commissaires européens sont au nombre de 27, un par pays. Ils sont nommés pour 5 ans par les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des crises, les États européens ont transféré de plus en plus de pouvoir à ces commissaires. Sur le contrôle des budgets nationaux tout d'abord, mais aussi sur la conception de nouvelles lois. Les commissaires européens, ces super ministres anonymes, sont devenus les puissants de l'Europe. Nous sommes dans le rôle de facilitateur. Nous faisons des propositions avec le collège dont je fais partie, qui généralement se trouve, grâce à la collégialité, pas très loin, le plus près possible du centre de gravité de l'intérêt général européen. Clairement, quand vous êtes commissaire européen, dans le rôle d'un ministre européen, entre guillemets, vous êtes au milieu du jeu européen. Vous n'êtes pas seulement du côté d'un pays, avec ses idées, ses propositions. Signe de cette révolution invisible, le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées. La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps.
On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Nous nous disons que pour renégocier les traités, il faudrait tout simplement revenir sur 60 ans de compromis qui ont eu lieu entre des États de plus en plus nombreux. Il faudrait d'un seul coup que les autres États abandonnent leurs intérêts nationaux pour nous satisfaire. Je rappelle que pour changer l'Europe, il faut obtenir l'accord unanime de 28 gouvernements, puis de 28 peuples, c'est-à-dire 56 accords unanimes. Ça n'est pas possible. Schulz, socialiste allemand, est le président du Parlement. Et il ne pratique pas la langue de bois. Les puissants de l'Europe se réunissent à huis clos pour communiquer après à leur sujet, souvent surpris, sur quel sujet ils sont en désaccord. Si vous avez finalement un qui dit non, et il y a un spécialiste à l'autre côté de la Manche qui dit souvent non, toute chose bloque. Et pour pas rendre public, on n'a pas l'accord, on fait des formules, on a reporté, il faut réfléchir. On est séduit comme politicien ou politicienne souvent, si on n'a pas de résultat, de le camoufler, de le cacher derrière des formules qui sonnent belles, mais qui sont en vérité vides. Et si on voit les conclusions, il y a souvent des conclusions un peu artificielles. Alors ça, personne n'en parle. J'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma candidature il y a quelques jours. Personne dans la presse ne l'a repris. C'est pourtant fondamental. C'est à cette sauce-là que nous allons être mangés. J'invite les gens qui sont intéressés à venir sur notre site upr.fr pour découvrir également le démantèlement du droit du travail, la baisse des prestations chômage. Tout ça est exigé par Bruxelles et j'insiste, quel que soit le candidat, sauf si c'est moi qui veux sortir de cette affaire, il sera obligé d'en passer par là et par l'ubérisation de la société française, la précarisation générale des emplois. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Nicolas Philipponet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait cinq recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Philipponet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Et il y a
Mais jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. C'est fou quand même. Est-ce que vous sortiriez de l'euro? Oui, non, si vous avez raison. Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Mais oui, mais comment je peux vous le dire plus clairement? Oui, c'est oui, écoutez-moi. Non, quand vous dites Madame Le Pen... Je pense qu'ils n'ont pas compris. Souhaitez-vous que la France quitte l'Union européenne? Que les choses soient claires, je vous pose la question directement. Oui ou non? Je souhaite... non, je pense qu'il faut renégocier avec l'Union européenne. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. Vous ne pouvez pas fuir cette question, c'est un thème sur lequel vous êtes en permanence. Est-ce que vous avez envie de sortir Est-ce que vous n'attaquez que l'euro ou est-ce que vous attaquez l'Europe? Ma question est simple et je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. En cas de référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? Non, mais je vous dis, moi, il y a énormément de points qui doivent être négociés. Voilà, clairement. Aussi longtemps que vous resterez dans les traités budgétaires européens, aucune politique progressiste n'est possible. Il faut sortir des traités. C'est la condition préalable du changement. Et bien sûr, il faut le faire dans des conditions qui soient conformes à la vocation de notre patrie, non pas tout seul dans un coin, se sauvant en catimini, mais en expliquant, en négociant, en entraînant. Dans l'histoire, là où elle en est. Donc, le traité de Maastricht a été approuvé, l'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro, unilatéralement, provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je parle pas beaucoup, je vous dis, voilà, des hypothèses. Sortir de l'euro, même des idées qui sont les nôtres. Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques, sans exception, se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais? Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple de gauche, est de 50%. Si nous prenons deux États, la probabilité que les deux gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne,
la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,0000004%. Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à 1 jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Comment sortir de cette arnaque? Vous venez de voir pourquoi toutes les promesses d'autres Europe ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Ceux qui vous proposent de renégocier les traités européens comme Madame Le Pen ou comme Monsieur Mélenchon ou comme en fait je sais plus qui, à peu près tous, en fait ils vous mentent. Voilà, la seule possibilité c'est de sortir calmement par l'article 50 et d'être élu pour cela. Si je suis élu, je mettrai en œuvre l'article 50, c'est même la toute première chose que je ferai, j'en ai pris le serment. La première chose que je ferai quand je m'installerai à l'Élysée, c'est que je convoquerai un conseil extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne pour dire que j'ai été élu et que les Français viennent de m'élire pour mettre en œuvre l'article 50. La seule façon de dire que nous allons libérer la France, c'est de dire que nous allons sortir de l'Union européenne par application de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Point. Toutes les autres formules veulent dire que l'on n'en sort pas. Même les formules alambiquées à l'extrême maintenant de M. Mélenchon, qui dit qu'il faut sortir des traités européens. On ne veut pas sortir des traités européens, on veut rester dans le traité européen pour appliquer le traité européen pour sortir de l'Union européenne. Sortir des traités européens, ça n'est pas sortir de l'Union européenne.